Je suis Camille Bourdier, maîtresse de conférences en art préhistorique à l'Université de Toulouse Jean Jaurès et je dirige le programme de recherche Matobar, qui est donc un programme de recherche sur l'art rupestre peint du massif des Matobo dans le sud-ouest du Zimbabwe. Et ce programme repose sur l'étude de 2 sites, et notamment celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est Pomongwe Cave. Donc Pomongwe Cave, c'est le très grand abri sauvage dans lequel nous nous trouvons. Très grand parce qu'il fait à peu près 12 mètres de largeur sur 12 mètres de profondeur pour 20 mètres de hauteur de voûte, plus la colline qui nous surplombe, qui est l'une des plus grandes collines du massif des Matobo. Donc nous nous trouvons ici dans cet abri qui est un abri à la fois quasiment entièrement peint depuis le niveau du sol jusqu'à peu près 5 mètres de hauteur, et également un abri qui a été le lieu d'une intense occupation au cours des 500 derniers millénaires, puisqu'il y a eu des fouilles faites ici par 2 prédécesseurs, 2 grands prédécesseurs, Crane Cook dans les années 60 et Nick Walker dans les années fin 70, début 80. Et ces prédécesseurs ont mis au jour une séquence stratigraphique, donc une accumulation de niveaux archéologiques sur à peu près 3 mètres, avec pour les plus anciens niveaux des témoignages datant d'à peu près 500 000 ans, et jusqu'à pour les dernières occupations, on est à peu près il y a 2000 ans, avant le présent. Donc une occupation qui est quasiment le fait que des populations de chasseurs-collecteurs du Stone Age, de la préhistoire d'Afrique australe. Donc ce site, nous l'avons sélectionné comme l'un des 2 sites d'études de notre programme, puisque la question principale, la problématique essentielle de ce programme est de travailler sur les changements et les continuités dans la longue durée de l'iconographie et plus généralement des productions de la culture matérielle des populations de chasseurs-collecteurs entre la fin du dernier maximum glaciaire, on va dire il y a à peu près 15 000 ans, et il y a environ 2000 ans avant le présent, au moment où la présence des chasseurs-collecteurs dans cette région disparaît du registre archéologique, et il semblerait que d'autres populations soient arrivées à ce moment-là, les populations d'agriculteurs, qui est donc remplacé, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais remplacé les premières populations de chasseurs-collecteurs. Donc notre objectif, c'est de travailler sur à la fois ce qui perdure au cours du temps, ce qui sont les éléments de tradition, mais également les éléments de changement qui indiqueraient des dynamiques culturelles, avec en arrière-plan la question des stimuli qui peuvent être à l'origine de ces dynamiques culturelles, et notamment le rapport aux changements environnementaux. Donc on a choisi Pomongwe, où nous travaillons depuis 2017, car c'est un site qui associe à la fois peinture rupestre et niveau archéologique, et notamment dans les tranchées qui avaient été creusées par nos prédécesseurs, dans le matériel archéologique qui avait été sorti, on a pu trouver des éléments, des indices qui nous permettraient de lier l'art rupestre au niveau archéologique. Et ceci est extrêmement important, enfin crucial même pour nous autres, puisqu'il est très compliqué de donner des éléments de chronologie à l'art rupestre. Donc on est obligé en fait de passer par ce qu'on appelle une datation indirecte, c'est-à-dire d'aller trouver des éléments de datation dans les niveaux archéologiques qui nous permettent de donner un âge qui sera un âge minimal en fait pour ces peintures. De nos prédécesseurs ont mis au jour un certain nombre, une grande variété de mobilier archéologique, et parmi eux, il y en a certains qui nous permettent de faire des liens avec les peintures rupestres, bon, les matières colorantes, mais ça a pu servir à d'autres choses, l'équipement pictural, notamment les palettes qui ont servi à faire les mélanges, et surtout, encore et surtout, ce qu'on appelle des écailles. Les écailles, c'est des petits fragments de parois peintes qui tombent naturellement, dans les processus de gélification, enfin bref, qui tombent naturellement dans les niveaux archéologiques, et sur un certain nombre de ces écailles avaient été retrouvés par nos prédécesseurs des dépôts colorés, qu'ils avaient vus comme étant de la peinture. Et ces écailles, elles sont très précieuses pour nous, puisque une écaille qui tombe dans un niveau archéologique, ça veut dire que la peinture en question a au moins l'âge de ce niveau archéologique. Ça se trouve à la 10 ans de plus, ça se trouve à la 1000 ans de plus, ça se trouve à la 200 000 ans de plus,
Ça, on pourra jamais le savoir a priori, mais ça nous donne un âge minimum. Et à nouveau, c'est tellement compliqué pour nous d'obtenir des éléments de chronologie, de datation pour l'art rupestre, que c'est quasiment le Graal en fait de l'indice archéologique que l'on pouvait avoir. Voilà pourquoi on a commencé à investir en fait au tout début du programme ce fonds de Pomongwe dans lequel nous nous trouvons, avec ici au sol l'empreinte de la tranchée numéro 5 qui avait été ouverte par Nick Walker, qu'une partie de l'équipe a réouvert en 2018 pour aller vérifier la cohérence d'ensemble de la stratigraphie qu'avait identifié Walker, voir s'il y avait le bon nombre de niveaux archéologiques et voir si ces niveaux étaient intègres ou pouvaient être perturbés, ce qui remettait un petit peu en cause l'attribution chrono-culturelle qui en avait été faite. Et donc le but pour nous, c'était à la fois de travailler sur cette iconographie, donc de reconnaître, d'identifier les motifs, les compositions, également de travailler sur ces notions de changement et de continuité dans la technique et dans la forme, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui perdure, et également à travers ce premier relevé de faire des prélèvements de ces peintures sur paroi pour en déterminer la composition physico-chimique. Donc en 2022, cette année, nous finissons l'étude de Pomongwe Cave avant de passer l'année prochaine à Bambata. Et pour cette dernière année, suite au relevé des panneaux situés au-dessus de la tranchée 5 et ensuite au-dessus de la tranchée 1, toujours dans cet objectif de faire le lien entre parois et niveau archéologique, nous avons décidé de faire le relevé, de faire l'étude d'une section de la paroi située en face de ces tranchées précédentes. L'objectif vraiment ici pour nous, c'est de démêler le millefeuille de peinture, et je crois que ça se voit relativement bien, c'est quasiment illisible en fait actuellement ce que l'on a sur cette paroi. Et donc c'est travailler sur le millefeuille, toutes les différentes couches picturales qui ont été appliquées au fur et à mesure des siècles et des millénaires pour affiner ce qu'on appelle la chronologie relative, c'est-à-dire l'ordre de succession des différents décors peints au cours du temps. Et d'ailleurs, au-dessus, on voit une magnifique superposition. Donc tout en haut, ici, on a la tête, la ligne de dos, l'arrière-train, patte postérieure et ventre d'une antilope qu'on appelle en style shaded polychrome. Ça veut dire avec des ombrages internes, donc des variations de densité de pigments à l'intérieur du corps pour évoquer, traduire les modelés musculaires, les modelés osseux ou encore les différences de pelage. Donc ici, c'est un élan du Cap, the Eland, qui est la plus grosse antilope de cette région. Et en dessous, juste en dessous de cet élan, on a un autre représentant fort, un grand représentant de cette faune ici, un éléphant, avec la tête, la trompe, les deux pattes avant, la ligne de ventre, les deux pattes arrière, la croupe, la petite queue, et on repart sur la ligne de dos. Donc cet éléphant, on voit bien qu'il n'a pas la même forme, surtout il n'a pas la même technique, il n'est pas du tout dans la technique du shaded polychrome, il est en monochrome plein, d'une autre couleur, puisqu'on est dans du rose orangé. Et si vous regardez cette zone-là, vous voyez que cet éléphant, il est superposé, il a été réalisé en partie sur l'élan. Donc ça, c'est un exemple de cette stratigraphie pariétale qu'on essaye de démêler dans cette section. Il y a une girafe, commence par la tête, qui est ici. Cette tête, elle se retrouve dessous une peinture de forme assez étrange, qui est une autruche en peinture blanche, qui en fait appartient à une tradition de populations qui ont succédé aux chasseurs-collecteurs, qui sont les populations agriculteurs de l'Iron Age. Donc sous cette autruche blanche, la tête ici d'une girafe, son cou. Vous voyez que cette girafe, elle est bichrome, elle a notamment la crinière réalisée très finement en rouge foncé. L'intérieur du corps est couvert plutôt de orangé, et on a ces deux pattes avant ici qui partent, ces deux immenses pattes arrière qui se terminent en fait ici. Et si on repart sur la croupe, on voit toute la finesse de tracé du contour et également chacun des poils de la queue qui a été individualisé. Yeah, my name is Welcome Takunda Chukende. I'm a former master student at UVET, and right now I'm doing tracings
at Pomongwe, and I'm a prospective PhD candidate. And my proposed topic is on rocket technology, and precisely on paint and paint technology. I'm going to study the recipes, the materials that were used, the painting tools, so as to understand the motifs, so as to understand the techniques that they used in these rock art paintings. It is also meant to understand chronologies, to establish relative chronologies in the rock art development processes. It is also to understand the painting, the paint per se, the recipe that they used, so as to understand the binders that they used in these paintings. Okay. My name is Todini Runganga. I am an archaeologist with National Museums and Monuments of Zimbabwe. I am part of the team which is doing rock art research. In Matopo, we have thousands of rock paintings which are under the custodianship of National Museums. And one of the prime rock art sites is the Pomongwe. And the work which is being done here is enhancing the management and conservation of the rock paintings, because it is giving us more understanding on the nature of the rock paintings and how best we can preserve it. So this project is also, besides trying to understand the hunter-gatherer rock paintings, hunter-gatherer art, we are also trying to recover and document as much as possible of what is left. And one of doing that is through tracing, which I'm going to slightly show you how we have been doing it. In the past, tracing used to be done, but archaeologists in the 1940s and 50s, they used to put canvases against the walls and do the tracings. And it was later discovered that it had negative effects on the paintings. So this team has taken a different approach, where we take consistent photographs of painted panels, and then we put them in a software and develop a sheet like the one which you are looking at right now. This is a sheet which we have developed after putting together a number of photographs and putting them in a software called Dstretch. So after developing a sheet like this, we are then able to do the tracings on the sheet of paper without being in contact with the paintings, which can be dangerous in the long run. So we are doing this conscious of the conservation needs of the rock paintings. So what we are looking at here, I'm just going to point to you one image which you find on the wall. Before I get onto the image, I also wanted to highlight that some of the software which you use helps us to enhance some of the images which you may not be able to see with your naked eye. For example, I'm going to show you an image which is on this sheet. This is the image of a human being. As you can see, there's a leg here, the second leg, there's a hand, and there's a whole body here. Right. If you get into the cave and look with the naked eye, you may not be able to see this human being. But thanks to the software which you have been using to enhance the images. So on this image, I was able to see the lower part, the foot of the human being, the thigh of the human being. I was also able to see the hand of the human being, and another leg where I have put continuous line. These are clear points which had pigment. C'est notre dernier jour, nos dernières heures ici à Pomongwe Cave pour 2022 et puis pour tout le programme, puisque l'année prochaine, nous investissons un nouveau terrain de jeu, Bambata, qui est d'ailleurs le lieu d'une recherche par une étudiante de master à Toulouse. Et nous espérons que Bambata comblera autant nos attentes que Pomongwe, que ce que nous a offert ce magnifique lieu qui nous a tant ravis au niveau des résultats qu'il nous a permis d'obtenir.
you have to go there actually. Yeah? Either you go on the stones or you go in the wooden. You can, I think. Yeah? Donc, nous sommes à Bambata Cave. Le lieu a été découvert en 1917 par Neville Jones et a été fouillé dès l'année suivante, dès 1918, par Jones et Arnold. À partir des années 1929-1931, il y a eu Neville Jones et A. Leslie Armstrong qui ont fouillé ici et qui ont mis au jour une séquence stratigraphique de plus de 6 mètres de profondeur, mettant au jour des cultures de l'Early Stone Age à l'Iron Age. Concernant les peintures, elles ont été un petit peu étudiées au cours du 19e siècle par Cranbrook et Elisabeth Bouda. Il y a eu des relevés qui ont été faits concernant à peu près tous les mêmes sections de la paroi. Donc il y a une sélection faite dans les peintures. Donc pas du tout, ils ne sont pas du tout représentatifs de tout ce qu'on peut trouver sur la paroi Bambata.